Merci beaucoup Giuseppe pour l'introduction et aussi au musée pour l'invitation. Euh, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment Félicien Rops avant de l'invitation, hein. C'est bien que j'ai eu l'invitation parce que comme ça m'a donné l'occasion de le connaître. Je ne le connais pas encore assez, mais au moins c'est une belle ouverture. Aujourd'hui, je veux parler de ses voyages, mais surtout de son voyage transatlantique vers les États-Unis qu'il a fait en 1887. Mais juste pour commencer, une toute petite introduction sur moi-même. Donc, mon expertise, elle est fondée sur quoi? Elle est surtout fondée sur un doctorat que j'ai eu l'occasion de faire à l'Institut européen, universitaire européen à Florence. Et donc, ce doctorat, j'ai vraiment euh, mis centralement le transport des passagers en troisième classe sur les bateaux. Mais alors, c'était surtout du point de vue d'une entreprise. Donc, j'ai été à la recherche des archives d'une entreprise maritime. Malheureusement, la Red Star Line, elle ne les avait pas conservées vu qu'elle était en faillite en 1935. J'ai été chercher au Havre pour la Compagnie Générale Transatlantique sur laquelle que le Félicien Rops a voyagé. Mais là non plus, il n'y a pas vraiment grand-chose. Angleterre, la même chose. Allemagne, la même chose. Mais c'était surtout, en fait, à Rotterdam, où j'ai trouvé une petite mine d'or parce que les archives de la Holland America Line a été super bien préservée. Donc, ma recherche est surtout fondée là-dessus. Et j'ai eu de la chance, en fait, que pendant mon doctorat, il y avait le musée de Red Star Line qui était en train de se développer. Donc, pendant que j'écrivais mon doctorat, j'étais dans le comité scientifique du musée et donc j'ai su un peu aider à penser sur le contenu, comment présenter de l'histoire sur les voyages des troisième classes. Donc, c'était vraiment une aubaine en fait de pouvoir aussi traduire les résultats de recherche en même temps à un plus grand public. Entre-temps, j'ai travaillé sur d'autres projets de recherche, surtout sur l'immigration belge, l'immigration en Belgique à l'université à Bruxelles, d'Anvers, de Gand et Passons. Et ça fait depuis 5 ans maintenant que je suis en fait à Ostende, au centre recherche comme chercheur au VLIS. Mais donc, assez sur ma personne. Donc aujourd'hui, je veux surtout vous parler des voyages de Félicien Rops. Je veux peut-être commencer avec une lettre qu'il a écrite lui-même en 1887 que Giuseppe m'a fait parvenir. Merci Giuseppe. Et donc, il écrivait au lac Ontario, prêt à s'embarquer pour le Canada le 29 octobre 1887. Mon cher Evely, je vous serre la main à travers un tas de lacs, d'océans et de continents. Et si les grands steamers veulent bien me ramener à bon port, j'irai bientôt vous serrer la main là-bas. J'ai été ému l'autre jour en voyant sur un bateau qui partait pour Anvers les couleurs belges. Est-on bête? Red Star Line. Nous n'avons pas raison d'être très fiers de nos steamers à côté des transatlantiques français et anglais, mais enfin, c'était le pays. Si belge que je sois, cependant, je ne mettrai pas mon sac gaiement là-dessus. Je vais à Montréal. Et avant cela, au lac supérieur, des lacs qui sont grands comme la Méditerranée, et je fais des croquis. Donc, fin de citation. Rops était donc peu fier des steamers belges à côté des paquebots français et de la Compagnie Générale Transatlantique ou encore anglais de la Cunard Line et de la White Star Line. Et sur les 40 minutes qui me restent, je veux donc apporter 3 thèmes. Le premier, c'est un peu l'origine de ces steamers belges. Puis, je veux surtout un peu parler aussi sur l'impact que l'invention de la vapeur a sur les voyages transatlantiques de la troisième classe, pour puis vraiment me centrer sur les conditions de voyage en première classe à l'époque où Félicien Rops voyageait et aussi peu après. Mais donc, les steamers, ça remonte à quand? En fait, les steamers, les bateaux à vapeur, ça remonte plus ou moins au début du 19e siècle. Au début, on est dans la phase expérimentale où on combine le bateau à voile avec la vapeur. Et ici, vous avez des illustrations du premier bateau qui a fait la traversée
en 1819, le Savannah, où la puissance à vapeur n'était pas encore primordiale, on faisait surtout encore confiance aux voiles. Et là, en 1838, on passe pour la première fois, on fait une traversée entièrement à vapeur sans utiliser les voiles en 1838. Tous ces voyages, au début, se font surtout par des entreprises anglaises et américaines entre Angleterre et les États-Unis. Et ce n'est qu'à partir de 1842 que les steamers commencent à aussi connecter l'Europe continentale avec les États-Unis. Et le premier steamer à faire ça de l'Europe continentale, il n'est pas parti du Havre, de Hambourg ou de Brême, mais bien d'Anvers. Et pourquoi Anvers? En fait, on peut un peu le mettre en lien dans le contexte de l'indépendance belge en 1830. Le jeune gouvernement belge a une politique assez décidée dans en fait pousser les réseaux de transport pour consolider son indépendance. Comment? En fait, l'idée, c'est ou plus qu'on va pousser nos réseaux de transport, surtout les réseaux de chemin de fer, un thème qu'on abordera dans une prochaine lecture, donc que je ne vais pas trop clarifier ici, et les connexions maritimes. Mais le chemin de fer, ici, l'idée derrière, c'était surtout au plus qu'on développe les réseaux de transport, au plus que les contacts s'établissent, et c'était surtout pour aussi unifier le pays. Donc, on essayait déjà depuis le début d'établir un réseau de chemin de fer qui reliait les quatre coins du pays. Mais c'était toujours en lien aussi avec des connexions internationales. Donc, la Belgique aussi est le premier pays à vraiment avoir des connexions internationales de chemin de fer avec la France. Déjà en 1842, il y a 2 points, à Moucron et à Quievrain, où le réseau se fait, et aussi ici à Walkenrad avec l'Allemagne. Ceux avec les Pays-Bas s'établissent un peu plus tard, dans les années 50. Mais toute l'idée, en fait, c'est le plus que les pays voisins internationaux sont dépendants aussi de la Belgique pour faire leur commerce, de développer la Belgique comme pays transitoire pour toutes sortes de commerces, et que si les pays sont dépendants de la Belgique pour leur commerce, ils vont aussi défendre l'indépendance de la Belgique si elle est questionnée à un moment ou autre. Et au début, c'était surtout les Pays-Bas dont on avait peur. Mais donc, ces premiers steamers, ils partent donc de la Belgique, le British Queen. Il avait l'air de quoi? Il y avait de la place pour 200 passagers de cabine. Il était, pour cette époque-là, spacieux, parce qu'il avait une taille de 2800 tonnes, plus ou moins. Mais il y a quelques problèmes techniques pendant la première traversée, et il mettra 25 jours au lieu de 15 jours. Ce qui est encore toujours beaucoup mieux que la moyenne à voile. À voile, on mettait normalement 6 semaines pour faire la traversée. Donc, ça écourcit déjà largement le voyage. Mais on voit qu'en fait, c'est un long processus tout du long du 19e siècle, qu'on voit qu'il y a plusieurs inventions qui s'accumulent et qui font en sorte qu'en fait, ces bateaux, ils se développent dans le symbole de la modernisation à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Donc ici, vous avez un bateau de 1914, vous voyez l'évolution, il a 50 000 tonnes, donc c'est 25 fois plus grand déjà. C'est surtout en fait parce qu'on va plus utiliser du bois pour construire les bateaux, mais c'est surtout du fer qui fait en sorte qu'on peut construire des bateaux beaucoup, beaucoup plus grands. Et c'est aussi l'invention, par exemple, des propelleurs à hélice qui facilitent aussi la navigation. Et ce symbole de la modernisation, les compagnies maritimes, ils aiment bien aussi de se l'approprier. Donc ici, on voit, il y a toutes sortes de réclames en fait au 19e, 20e siècle pour promouvoir le voyage en bateau transatlantique. Et ici, c'est une carte postale de la White Star Line, qui était aussi l'entreprise qui a lancé le Titanic. Olympic, c'était un bateau en fait similaire. Et on aimait bien de comparer les bateaux avec les plus grands bâtiments du moment pour démontrer que les bateaux, ils étaient bien les plus grandes constructions de ce moment. Et donc ici, vous voyez, ça c'est une photo du Titanic. On a parcouru pas mal de chemins. Là, enfin, en fait, les mâts de voile, ils sont presque partis, mais ils ont longtemps perduré. Alors, quel était l'impact de l'introduction de la vapeur sur le voyage?
Il se traduit surtout, déjà d'abord, comme je l'ai déjà dit, sur le temps de voyage. On va passer initialement de 18 jours en moyenne pour la traversée avec les premiers steamers et graduellement, on va descendre déjà avant la Première Guerre mondiale à 4 jours et demi. Donc, ce qui est un gain de temps énorme et surtout quand on compare avec les voiliers qui prenaient en moyenne 6 semaines. Mais le gain qui est aussi sur les voiliers, c'est que maintenant, vu qu'on n'est plus dépendant de la puissance du vent pour partir, on peut aussi partir quand on veut. Avant, les voiliers, ils étaient fréquemment bloqués dans les ports qui devaient attendre des vents favorables pour pouvoir sortir. Avec la vapeur, on n'a plus ce problème-là. Ce qui facilite aussi toute la logistique du voyage. Parce que là, maintenant, on peut dire, on va partir à telle date, on va arriver à cette date-ci. On peut vraiment organiser le voyage d'une toute autre façon qui était le cas avant. Qui dit un départ fixe dit aussi qu'en fait, on peut arranger le transit des voyageurs beaucoup plus facilement et en horaire du départ aussi. Donc, ça veut dire qu'on perd beaucoup moins de temps dans les ports et en route. Donc, le temps de voyage ne reflète qu'une petite partie en fait du gain de temps que le bateau à vapeur crée. Et en même temps, le train aussi, il progresse à une énorme vitesse. De nouveau, je ne vais pas trop l'aborder, mais ici, vous avez par exemple le temps que ça prenait pour rejoindre le port de Rotterdam d'un point d'Europe. Donc, les migrants, ils venaient de fait de plus en plus de l'Europe centrale vers l'Europe de l'Est. Et donc, de Saint-Pétersbourg, ça prenait 48 heures, 47 heures pour faire le voyage. Et ça veut dire que tout s'organise de plus en plus d'une façon logistiquement abordable pour des gens pour voyager. Parce que ce gain de temps, il n'est pas seulement important parce qu'on peut y arriver beaucoup plus facilement et plus vite, ça veut aussi dire que le temps qu'on est sans revenu, qu'on est sans salaire, qu'on ne peut pas travailler, s'écourcit aussi énormément. Et tout devient beaucoup plus prévisible et c'est pour ça aussi que l'immigration en masse, que en fait ces compagnies de transport ressortaient le plus de revenus, s'est développé déjà vers la moitié du 19e siècle, mais vraiment a accéléré encore beaucoup plus à partir des années 1880-90. Donc il faut savoir que ces compagnies maritimes, il y avait plus ou moins 50% des revenus qui venaient du transport de troisième classe. 20 à 25% de transport de marchandises et surtout aussi transport de la poste, parce que c'était les traversées les plus vite et l'information devait aussi aller le plus vite possible. Et plus ou moins 20% venaient du transport, des gains venaient du transport de cabines de première et deuxième classe. Mais d'abord, troisième classe. Et là, je vais un peu trop vite. Ce qui est super important aussi dans toute cette logistique, c'est qu'on voit au courant du 19e siècle tout un réseau d'agents de migration qui s'établissent en Europe. Et des agents de migration, c'est un peu des agents de voyage, comme on connaît de nos jours, mais qui, bien sûr, donnaient des services un peu plus spécifiques qui étaient plus liés à la migration que le voyage. Bien sûr, ils réglaient le transport des voyageurs, des migrants qui voyageaient en troisième classe. Mais en fait, au début, ils vendaient des billets, juste des billets de transport maritime. Ils représentaient les grandes entreprises, mais très vite, ils vont vendre aussi les billets de chemin de fer pour vraiment en fait donner un service de porte-à-porte. Donc, on pouvait vraiment arranger son voyage et de préférence même, selon les compagnies maritimes, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Ces agents de migration, ils sont aussi cruciaux pour des informations de comment voyager, mais aussi de savoir qui peut voyager. Parce que, aussi aux États-Unis, le développement d'une réglementation de loi d'immigration se développe et pas tout le monde est le bienvenu, mais la grande majorité. Ils donnent aussi des services de notariat parce que si on décide de migrer, on doit vendre ses propriétés, ses biens, régler des documents légaux, des services bancaires et ceci et cela. Et ce réseau d'agents se développe pas seulement en Europe, mais en fait surtout aux États-Unis aussi. Parce que, encore comme aujourd'hui, le système migratoire est surtout basé sur le réseau personnel d'amis, de famille. Et vu que les salaires sont beaucoup plus élevés aux États-Unis
que les moyens d'épargner de l'argent est beaucoup plus grand et important aux États-Unis. En fait, une grosse partie, près de 50% de tous les billets sont vendus aux États-Unis pour la traversée des Européens aux États-Unis. Donc, comment est-ce que ça fonctionnait? Quelqu'un qui avait déjà migré aux États-Unis, il épargne, il connaît un agent de migration où il peut en fait aussi donner son argent, que lui, il s'en occupe, jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour ou faire un transfert bancaire à sa famille en Europe ou pour acheter un billet pour quelqu'un pour les faire suivre. Donc, c'est rare en fait que des familles partaient tous ensemble aux États-Unis. C'était beaucoup plus commun qu'il y avait d'abord le chef de famille, à ce moment-là, qui partait, peut-être quelques frères qui partaient pour aller gagner de l'argent, pour puis s'établir et puis faire venir aussi le reste de la famille. Donc, c'est surtout comme ça que le flux migratoire s'est financé. Bien sûr, il y avait aussi des fois des employeurs qui payaient le transport, mais c'était plus rare. Il y a aussi des fois des subventions qui venaient par des États, qui subventionnaient aussi des personnes qui étaient recluses dans des maisons de bienfaisance. Dans les années 40, 50, il y a eu quelques systèmes où les communes pouvaient, au lieu de payer pour leur séjour dans un institut de bienfaisance, payer pour un ticket aux États-Unis. C'était plus ou moins le même prix que pour un an dans une maison de bienfaisance, donc on pensait que c'était meilleur marché parce que puis on sera quitte de ce personnage. Ce n'était pas toujours le cas, mais ça c'était vraiment l'exception, mais ça arrivait quand même aussi. Et donc on voit vraiment que ces agents de migration, ils donnent des services et la vente de billets, c'est vraiment pas leur business principal. Pour eux, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec des clients pour des autres affaires. Et en fait, c'est surtout des services bancaires qui les intéressent. Il les intéresse surtout que ces migrants, ils leur confient leur argent d'épargne, comme ça, eux, ils peuvent réinvestir dans l'immobilier, dans des autres affaires. Hein. Sur le transfert d'argent entre les États-Unis et l'Europe, il y avait pas mal de marges. Ils essaient aussi de leur donner de l'emploi, du logement, tous les services que des migrants pouvaient demander, requérir, et ils prenaient de la marge surtout là-dessus. Pour les ventes de billets, ils prenaient qu'une commission de 2 dollars. Et on va voir les prix, c'était plus ou moins 10 à 5% d'un ticket qu'ils prenaient de commission. Et ce n'était pas ça qui les faisait vivre, mais c'était surtout de pouvoir entrer en contact avec des clients. Donc, combien est-ce que ça coûtait en fait, un passage en 3e classe? Ça coûtait au début vers 30 dollars, puis ça a descendu un peu, surtout dans les années où Félicien Rops a voyagé, parce qu'il y avait une énorme compétition entre les compagnies maritimes à ce moment-là, qui a vraiment fait chuter le prix. On pouvait voyager pour 12 dollars, des fois qui était presque le prix de coût, vraiment. C'était vraiment ça coûtait plus ou moins aux compagnies maritimes 10 dollars pour faire traverser quelqu'un en 3e classe. Et une fois que les années 90 sont passées, là, on a vraiment établi un cartel entre les entreprises principales. Hein, les grands acteurs maritimes, ils se sont mis d'accord de fixer les prix. Et donc là, on voit que les prix se stabilisent. Vers 30-40 dollars, ça se traduit en quoi aujourd'hui de nos jours? Quelque part entre 1130 dollars et 6000 dollars, ça c'était un peu le prix qu'il fallait payer. C'était l'équivalent à aujourd'hui. Et donc, pour avoir une petite notion, un ouvrier non qualifié aux États-Unis autour de 1900, il pouvait gagner 38 dollars par mois, dont 50% étaient épargnables. Donc, plus ou moins, après 3 mois, il pouvait épargner vers un ticket et faire venir quelqu'un. Qualité de service, parce que là-dessus, il y a beaucoup d'histoires. Surtout les contemporains ont toujours un peu décrit les conditions de voyage un peu dans des termes animaliers. Et que vraiment, la 3e classe, on maltraitait les passagers. C'était vraiment une survie, c'était un rite de passage, des conditions affreuses, pires que du bétail. Mais ma recherche et d'autres démontrent quand même que cette image doit être un peu redressée. C'est vrai qu'avant les années 1890, les conditions sont assez rudimentaires. On voyage en 3e classe dans des salles dortoirs, surtout les hommes. Les femmes et les enfants,
s'étaient séparés plus dans des cabines, sauf 6 familles, aussi les familles plus en cabine. Et aussi, les salles à manger étaient assez rudimentaires. Mais tout, tout le monde a intérêt à, en fait, bien traiter les migrants. Et c'est surtout les compagnies maritimes, parce que je viens de vous expliquer que 50% des tickets ils sont achetés aux États-Unis. Donc, les gens qui n'ont pas eu une bonne expérience avec leur compagnie maritime, eh ben, ils ne vont pas nécessairement alors racheter des billets pour faire venir des autres gens avec la même compagnie. Et les compagnies sont bien conscientes de ça. Donc, en fait, les migrants sont leur meilleure publicité, en fait, une fois à l'arrivée aussi parce que aussi à ce moment-là, et ça c'est aussi un grand avantage à la vapeur, les voyages viennent et la migration vient beaucoup moins permanente. Vu qu'on perd moins de temps, vu que c'est plus abordable, de plus en plus, on voit que des migrants retournent après quelques années et dans le système italien même, en fait, que ça devient saisonnier, que les migrants font la traversée même des fois une fois par an, qui est l'exception, mais de plus en plus, on voit que des migrants font la traversée pour quelques années et puis retournent dans leur pays pour continuer leur vie là, avec des épargnes. Mais donc, on voit en fait que les conditions s'améliorent et s'améliorent assez vite, un peu lié aussi à ce que je viens de dire, que à cause que les compagnies se sont vraiment mis d'accord maintenant sur les prix, qu'il n'y a plus vraiment cette compétition pour faire le voyage à plus bas coût possible, en fait, maintenant que les prix ils sont fixes, la compétition se bouge un peu plus vers la qualité de service. Et là, on voit que très vite, dans 1890, Caline, elle ne propose plus de dortoir, mais tout est en cabine de 2 à 8 personnes. Aussi pour troisième classe, ça c'est aussi un exemple de cabine de la White Star Line en 1890. Et là, on voit bien que les cabines, ils sont aussi, on les prévoit aussi de petits lavabos, de facilité pour se laver. Il y a aussi une petite cloche ici qui est pas anodin parce qu'on pouvait donc demander avec cette cloche un steward pour venir. Il y avait aussi un niveau de service qui se développait autour de ça. Hygiène était super important parce que pour les compagnies maritimes, c'était super important aussi que les migrants arrivaient en bonne santé. Parce que sinon, il y avait trop de risques qu'ils peut-être ils n'allaient pas passer les inspections à l'arrivée. C'est pour ça qu'il y a des docteurs aussi sur les bateaux qui aussi les contrôlent. Les stewards, ils doivent vraiment nettoyer tous les espaces en commun tous les jours à l'eau de Javel. Et on voit de plus en plus qu'il y a des entreprises qui utilisent ces cabines pour faire la publicité. Donc, ici, c'est une publicité pour les matelas, un peu comme maintenant aussi Rituals dans les hôtels, ils mettent des petits produits de savon. Et bien ici, c'est la même chose. Il y a Rose, le savon marseillais, qui collabore avec la Compagnie Générale Transatlantique pour avoir leurs petits produits. Donc, c'est tout un système commercial qui s'impose. Et on voit ici, ça c'est la salle à manger en troisième classe, avec un menu aussi, qui démontre que déjà dans les années 1890, l'attention aux clients était, je dirais, presque bien mieux de nos jours. Mais donc, il y a tout un service et donc la fonction de steward aussi se développe vraiment comme une partie intégrale et importante du service aussi des passagers de troisième. Et donc, on spécifie aussi de plus en plus le service qu'on rend à la tête du client. Donc, aussi pour les passagers juifs, on a un menu kosher qu'on peut aussi leur donner. Et voilà. Et on fait en sorte aussi que le passage soit agréable. Donc, on prévoit aussi un peu de divertissement, caisse de musique, des espaces en commun et tout ça. Et surtout, pouvoir être dehors, une fois prendre un peu de l'air est très important, comme on voit ici. Et la grosse différence, bien sûr, entre première, deuxième classe et troisième classe, c'est qu'il n'y a que la troisième classe qui doit passer par les contrôles d'immigration, par Ellis Island. Deuxième et troisième classe, et première classe, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils sont exclus de ces contrôles. Il y a juste un contrôle superficiel à bord du navire, surtout des deuxième classe, première classe, on n'ose pas vraiment y toucher. Donc ici, c'est pour les chiffres. Pour situer un peu, ben oui, la migration européenne dans le 19e, c'était en chiffres aussi la principale, avec plus de 45 millions d'Européens qui sont partis un peu à tous les continents, mais la plupart, 33 millions et demi, sont allés aux États-Unis.
Ça, c'est un peu le profil, l'origine, mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que là, j'ai envie de passer sur les voyages de première classe. Mais ici, pour juste montrer comment le mouvement se déplace un peu d'un mouvement surtout de l'Europe du Nord et de l'Est, où au début, à travers d'Anvers, sont des Allemands, des Suisses qui émigrent. Et puis, avec le temps, après 1880, on voit surtout plus des Autrichiens, des Hongrois et des Russes qui passent. Et ça, c'est une carte en 1913 qui démontre bien clairement ce transit vers l'Europe de l'Est en 1913. Ce sont les départs par pays. Cette migration se situe dans un mouvement global. Hein. Il n'y a pas que les Européens qui voyagent, il y a aussi une forte migration de l'Asie vers tout le monde. Mais on ne va pas trop parler là-dessus. Anvers se développe de plus en plus là-dedans. Il y a plus de 2 millions de passagers qui vont partir en utilisant Anvers. Mais Anvers a pris un peu de retard avec les autres ports. Et ça, c'est lié au fait que, bien que la Belgique a subventionné le British Queen, la première traversée avec un navire à vapeur, une ligne fixe ne s'est pas établie jusqu'à ce que l'arrivée de Red Star Line dans les années 1870, 72 pour être plus précis. Et ça, c'est un retard avec Le Havre, Hambourg, Brême, Liverpool, qui ont déjà établi des lignes fixes dans les années 1840, qui ne vont jamais vraiment rattraper. Félicien Rops décrivait Red Star Line comme vraiment quelque chose de belge. Ça ne l'était pas vraiment, c'était vraiment une initiative américaine qui partait surtout d'une des grandes entreprises ferroviaires, de Pennsylvania Railroad Company, qui voulait en fait donner plus de compétition au port de New York parce qu'il basé en Philadelphie, il voulait en fait attirer plus de passagers vers la Philadelphie. Et ils ont pris l'initiative d'établir 2 lignes maritimes, une sur le drapeau américain, la American Line, et une sous le drapeau belge, la Red Star Line. Mais l'entreprise était en fait américaine. La raison pourquoi ils ont passé une partie sous le drapeau belge, c'était parce que c'était beaucoup plus cher d'exploiter une compagnie maritime sous le drapeau américain. Et le gouvernement belge était encore toujours vraiment intéressé d'établir une ligne fixe, a donné pas mal de facilités aussi pour ouvrir cette ligne qui, pour finir, a abouti à cela. Mais on voit qu'il y a quand même du belge là-dedans, dans le sens où, par exemple, toutes les réclames, beaucoup de réclames pour l'American Line et la Red Star Line, ils étaient développés ici à Anvers. C'était Hugo Cazirs qui dessinait pendant ces années-là la grosse partie des réclames. Ici, je vais juste très vite passer par l'évolution, mais vous allez voir que déjà dans les années 70, encore, on voit que les navires, ils n'ont pas trop changé comparé à 1840. On voit que le tonnage 2800, c'était 2200 tantôt, il n'a pas vraiment grandi. Les bateaux sont un peu plus longs. Et là, on voit qu'au lieu de première classe, on s'axe surtout sur troisième classe. Et ce bateau, il a été en service jusqu'en 1904. Donc peut-être que c'était un de ces bateaux, Switzerland ou Rusland, que Félicien Rops a vu. Et que de fait, si on les compare ceux-là avec ceux de la Compagnie Générale Transatlantique des années 80, ils ne faisaient pas bonne figure. Mais on voit que très vite, là, en fait, l'évolution, la technologie va assez vite. Déjà dans les années 80, tonnage double, on voit aussi qu'il y a plus de diversification en classe. C'est le Nordland qui a été construit en 84 et en service en 1908. Donc peut-être que c'était même celui-là, parce que même celui-là ne faisait pas encore très bien figure aux steamers de la CGT à ce moment-là. Dans les années 1890 à 1900, c'est là qu'on voit vraiment ces steamers modernes se développer, où on voit qu'on passe à des bateaux de presque 200 mètres, aussi la capacité grandit, la vitesse aussi, tout s'accélère. Et pour aboutir, juste avant la Première Guerre, avec le Bergeland, ce qui est en fait encore toujours le bateau phare de l'entreprise Red Star Line, qui est encore toujours bien utilisé dans le musée, où on voit que des bateaux maintenant, ce n'est pas seulement la longueur, mais c'est surtout la hauteur. Donc il y a 9 étages, il fait plus de 200 mètres et j'en passe. Pour aboutir, et ça, pour comparer, j'ai un dia plutôt sur
une entreprise allemande, hein, la Hapag-Lloyd, qui existe encore toujours, où c'était vraiment le grand bateau de référence avant la Première Guerre mondiale, où on transporte presque 4300 passagers, hein, où il faut presque plus de 1100 membres de personnel d'équipage à bord pour gestionner tout ça. Et c'est surtout, on vend toujours ça comme une prouesse de la modernisation à base des constructions, mais pour moi, ce qui est plus important, c'est la logistique, parce qu'il faut transporter ces gens pendant 6 jours, 7 jours, les nourrir, faire en sorte que l'ordre règne sur ces bateaux, que en fait aussi les classes ne se mélangent pas, parce que normalement il y a une stricte division des classes. Donc dans la littérature, même dans Félicien Rops, il y a des rapportages où des voyageurs de troisième classe disent qu'ils vont de première classe qui vont en troisième classe. Normalement, ce n'était pas possible. Je ne veux pas complètement l'exclure, mais il y avait les stewards, il y avait plein de gens qui contrôlaient vraiment, qui n'avaient pas vraiment ça. Dans le Titanic, le film, on voit la même chose. Toute l'histoire est basée là-dessus. Mais pour le reste, ce film Titanic est vraiment bien fait et démontre assez bien un peu le contexte du voyage de l'époque. Mais donc ici, vous voyez, je ne veux pas énumérer tout ce qu'il faut en fait prendre à bord pour mettre et nourrir surtout presque 5000 passagers de New York. Donc, qui voyageait en première classe? Eh bien, en fait, de Europe aux États-Unis, c'est principalement, mais on n'en sait pas encore assez. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui a été faite sur les touristes, sur les passagers en cabine. Et c'est pour le moment ce que je suis un peu plus en train de faire, me concentrer là-dessus. Donc ici, vous avez des photos de George Nagelmacher. Ça, c'est aussi quelqu'un qui va être mentionné dans la prochaine lecture, qui a donc fondé la compagnie internationale des wagons-lits, l'Orient Express, qui était vraiment cruciale aussi dans le monde du voyage. Il y a aussi une photo ici de Cyril Beuys, un auteur flamand, qui a aussi écrit sur ces passages et qui a aussi décrit les conditions de troisième classe qui étaient vraiment horribles, qu'ils étaient transportés comme des bêtes, ceci et cela, que en fait j'ai essayé un peu de redresser. Mais je veux aussi un peu, avec ces caractères, un peu nuancer l'idée qu'on stigmatise beaucoup trop troisième classe comme migrant, première classe comme touriste et voyageurs de commerce. En fait, souvent, ces passagers de première classe étaient aussi des migrants. Par exemple, Cyril Beuys, il a fait le voyage avec l'idée de fonder une fabrique de chicorée là-bas et de vraiment lancer le produit là-bas. Et il a fait 4 traversées. Est-ce qu'il est un migrant? Est-ce qu'il est un voyageur? Ce n'est pas toujours clair. Et donc, il faut faire attention à trop stigmatiser migrants à troisième classe et autres. Et ce qui illustre ça plus qu'autre chose, c'est quand on va regarder aussi le tourisme en première. Donc, qui voyage, en fait, première et deuxième, c'est surtout des Américains. Les Européens, ils ont encore un peu plus de difficultés pour se mettre à l'idée de faire des longs voyages dans d'autres continents, tandis que pour les Américains, très vite, ça devient un statut symbole pour que toute la haute société doit faire. Et elle se développe tellement vite qu'en fait, faire du shopping à Paris l'été devient vraiment un must. Oui, merci. Mais on a tendance à trop stigmatiser ces voyages qu'avec l'élite. Déjà, au tournant du XXe siècle, on voit qu'aussi la classe moyenne de plus en plus fait des traversées organisées, et aussi même de troisième classe. Ici, j'ai une photo d'une groupe d'institutrices qui part avec une association pour Harvard pour faire un summer school, un cours d'été. Et on voit en fait qu'à cette époque-là, pouvoir mettre sur son curriculum un voyage en Europe, ça devient vraiment, sur le CV, ça devient vraiment une plus-value. Et on voit que de plus en plus, il y a vraiment cette classe moyenne qui commence à aussi faire la traversée. Surtout, de nouveau, des États-Unis vers l'Europe. L'autre sens, c'est un peu difficile à développer. Et j'utilise surtout la femme parce qu'elle est souvent oubliée, mais la femme joue un grand rôle dans le voyage, elle voyage beaucoup et pas nécessairement tout le temps accompagnée. Elle prend surtout aussi beaucoup l'initiative pour les voyages. Et ça aussi, les compagnies maritimes, ils le savent. Et la majorité de leurs compagnies de réclame s'adressent
aux femmes, parce qu'ils savent aussi que c'est surtout les femmes qui organisent les voyages, qui décident des itinéraires, qui décident aussi, mais ils ne prennent pas seulement l'initiative là-dedans, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore assez, que je suis en train d'essayer de rechercher. Après les agents de migration, je m'intéresse maintenant aux agents de voyage. Et on voit que là aussi, en fait, la femme joue un rôle très important dans le développement des agences de voyage. C'est surtout le mari qui représente l'affaire, mais on voit souvent que derrière, c'est vraiment la femme qui dirige. Hein. On va dire ça comme ça. Et donc, tout ce marché d'agents de voyage, c'est quelque chose qui n'est pas encore fort recherché, donc que j'espère faire plus dans le futur. Donc, c'est l'époque où Thomas Cook commence vraiment à développer. Et il y a quelques grands acteurs comme Thomas Cook, Henry Gaze, qui se mettent sur le marché, mais on ne sait pas encore comment ils sont vraiment en concurrence avec la première classe. On sait que et les compagnies maritimes. Parce que les compagnies maritimes, tout le marché troisième classe, plus de 90% est vendu avec les agents de migration. Première classe, ils essayent de vendre directement aux clients. Donc là, il y a une grande concurrence parce qu'ici, il y a par exemple une affiche de la Hamburg America Line où elle dit qu'on peut acheter tous les tickets dans ces agences de la compagnie. Et donc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des agences, des compagnies s'ouvrir dans les grandes villes. Et ils sont toujours aussi dans les plus grands boulevards. Hein. Ce n'est pas les petites ruelles, c'est Broadway, c'est les Champs-Élysées, c'est vraiment là où ces grandes compagnies ouvrent leurs offices. La vie à bord. Je crois que mon temps est presque fini. Je vais encore prendre 5 minutes parce que je sais aussi que tout le monde a faim. Mais donc, 5 minutes encore pour la vie à bord. Qu'est-ce qui se passe à bord? En fait, on voit que la vie à bord, on a 7 jours. Ce qui est super important, c'est pouvoir sociabiliser avec les autres personnes à bord. Et qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller sur le bateau, on reçoit une liste des passagers. Comme ça, on sait bien qui est qui déjà, qui navigue avec à bord. Et toute la vie en commun est en fait orientée pour les gens pour se rencontrer. Donc, ça se passe d'abord à table, bien sûr. Hein, il faut remplir le temps parce que même si c'est 7 jours, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Si au moins, on n'a pas le mal de mer, on n'est pas collé au lit. Parce que ça, c'était quelque chose qui arrivait fréquemment. Mais donc, vous voyez ici que les tables, ils étaient vraiment bien montés. On voit qu'ici, Red Star Line est encore un peu arrière avec ce qui était déjà plus standardisé. À ce moment-là, ils travaillaient encore avec un menu fixe. Mais la plupart, après 1900, les grandes entreprises, ils offrent même un menu à la carte. Logistiquement, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, ils essayent aussi de contracter les meilleurs cuisiniers du moment. Donc, c'est vraiment aussi une compétition sur la qualité de service et le chef cuisinier était aussi quelqu'un qui était important à recruter. On fait aussi du sport. Déjà, à l'époque, il y a des piscines, il y a la salle de fitness. Hein. Il n'y a pas que les jeunes de nos jours qui font du fitness déjà à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on le faisait quand même un peu plus en costume à ce moment-là. Peut-être qu'on peut relancer la mode avec les jeunes, on peut essayer. Il y avait aussi des salles de squash, il y avait moyen de faire des trucs. Le fumoir, après le sport, on ne vapait pas, mais on fumait des gros cigares. Donc le fumoir était une place importante. Il y avait aussi une bibliothèque, il y avait une salle à palmiers, il y avait plein d'espaces. Mais surtout, ce qu'on préférait, c'était dehors, si le temps permettait, et passer du temps dehors et faire plein de choses. Et le divertissement, en fait, il y avait les entreprises qui aussi se portaient garant pour mettre l'ambiance sur le navire avec l'orchestre du navire qui était bien présent. Mais on laissait surtout les passagers eux-mêmes un peu s'organiser pour créer le divertissement. Donc des fois, il y avait des petites pièces de théâtre qui se faisaient entre les passagers qui montaient une petite pièce de théâtre, faisaient de la musique, on faisait en sorte qu'il y avait bien des piano et pas n'importe lequel, ça devait être un Steinman. Il y avait les jeux d'échecs, les paris. Par exemple, on pariait sur le temps qu'il allait faire, on pariait sur l'heure d'arrivée, le temps que le bateau allait y mettre. Mais on prend aussi beaucoup le temps pour soi-même, donc pour écrire, pour lire, pour écrire des cartes. Et c'est pour ça que les compagnies étaient bien conscients qu'ils avaient besoin du matériel, donc ils prévoyaient du papier à lettres, des cartes postales,
tout pour faire la réclame pour la compagnie. Donc ça, c'est un peu des images aussi de la cabine, parce que c'est bien... Bon, il y a cabine à cabine, hein? Donc ça, j'ai utilisé un peu les photos un peu flash. Pas tout le monde voyageait en première, parce que là, de fait, c'est beaucoup plus... Il y a un éventail entre les sortes de cabines qui est beaucoup plus grand en première et deuxième. Mais donc, les tickets, ça coûtait plus ou moins entre 90 dollars pour la cabine la meilleure marché en première, jusqu'à 500 dollars. Les servantes, eux, ils avaient un tarif avantageux de 80 pour voyager avec. On pouvait faire voyager les chiens et les chats avec pour 10 dollars. Il y avait une crèche à bord, il y avait des magasins, des bars. Et là, il faut dire qu'on était quand même un peu plus généreux aussi avec les bagages qu'on pouvait prendre avec. Hein. Il y avait 4 pièces de bagages à main, mais ça, c'était tout à fait normal parce qu'il fallait bien tout le temps s'habiller avec tous les dîners qu'on avait pour toute occasion. Donc, on se changeait aussi quelques fois par jour. Et on avait on avait droit de mettre 560 kilos de bagages en cale. Donc, c'était comme un peu... Il y avait besoin de poids pour stabiliser le bateau aussi, donc ça pouvait. Je veux juste terminer en fait sur ces 2 slides, juste pour dire que Félicien Hobbs, il a vraiment voyagé un peu à un moment clé où le voyage en première, en troisième, passait de assez rudimentaire à vraiment quelque chose qui devenait vraiment confort, luxueux et vraiment commercialisé. Donc là, on voit aussi que de plus en plus, il y a des croisières qui s'organisent. Hein, là, on voit vraiment que Thomas Cook, ils vendent vraiment des tours organisés. Mais j'ai toute l'impression que Félicien Hobbs, son voyage, ce n'était pas avec Thomas Cook, ce n'était pas un tour organisé, c'était bien plutôt fait avec des connexions personnelles ou qu'il a voyagé plutôt là-dessus. Mais j'ai entendu qu'il y a de la correspondance ici et des récits de voyage qu'on pourrait peut-être regarder un peu plus pour un peu plus voir. Et donc, c'est là que ce monde de voyage, pour les années 20, devient de plus en plus important pour ces compagnies maritimes et que le touriste devient en fait plus important que le migrant. Et sur ceci, je veux vous remercier et bon lunch.